connaissent Calypso. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le SDK open source qu'on a développé qu'on va mettre en avant. Et pour ce faire, on a décidé donc, de vous réunir pour vous présenter plusieurs aspects de ce projet-là. Ça fait 3 ans qu'on en parle, en long, en large, en travers. Toutes les conférences, on annonce qu'on va avoir un SDK open source qui va révolutionner la biéthique. Alors, on ne sait pas si on va vraiment la révolutionner, mais jalon après jalon, on a rencontré beaucoup de personnes, on a découvert de l'open source, on a développé beaucoup de choses avec plein de partenaires différents. Et l'objectif en fait de ce soir, c'est un peu de vous raconter les 3 ans d'histoire, c'est bien ça le sujet, mais un peu de partager avec vous la démarche Keeple. Et donc pour ce faire, il va y avoir 4 plans pendant de ce projet-là. Le premier, tout d'abord le besoin. Pourquoi on s'est dit qu'un SDK open source dans la biéthique c'était important. Donc pour ça, j'aurai Benoît Wood qu'on va appeler par Skype, j'espère que ça va fonctionner. Et ce sera Philippe Vacon qui en parlera à la place de Gabriel Classa, la communauté qui n'a pas pu venir, mais qui néanmoins fait partie des gens avec qui on travaille beaucoup puisqu'il a développé une plateforme de commun justement à destination des opérateurs de transport public parce qu'il n'y a pas que la biéthique, il y a plein de sujets qui nécessitent une mise en commun des savoirs. Ensuite, on aura donc une présentation du projet Keeple. Donc là, on aura Nicolas Générali et Pierre Terré qui présenteront un peu dans le détail fonctionnel et un peu technique, mais pas trop, de ce que ça fait, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Ensuite, on aura notre première, on va dire, je sais plus, l'expérimentation, maintenant, c'est notre premier déploiement, donc avec RATP Smart System et Copernic, qui vont nous présenter un des premiers projets qui intègre Keeple pour de vrai. Et enfin, on aura la chance d'avoir Gaël Blondel et Camille Moulin, Kinocube et Eclipse Fondation, parce que c'est un vrai projet open source. Aujourd'hui, c'est un projet donc Eclipse. Et donc, Gaël et Camille vont un peu nous expliquer des aspects plus légaux autour de ce projet-là, parce qu'on y tenait vraiment beaucoup. Donc, il y aura effectivement des sujets sur sous quelle licence c'est, comment ça fonctionne. Et même dans le cadre des codes des marchés publics, ça veut dire quoi demander des outils open source. Voilà, j'ai balayé un peu tout le sujet et on va commencer, je pense, on va y aller. Donc on va essayer d'appeler Benoît Wood de Île-de-France Mobilité, qui est responsable du marketing de la biéthique et la distribution aux clients. Donc Île-de-France Mobilité est devenu membre de Calypso Network Association au mois de avril. Alors que ça fait des années qu'ils utilisent Calypso, et donc pour nous c'était vraiment quelque chose de fort d'avoir IDFM, et on a beaucoup discuté avec Benoît de ce projet SDK. Il a fait partie des premières personnes qu'on a interviewées pour vérifier que le besoin il était réel, qu'on ne se plantait pas, qu'on n'était pas en train de faire un truc qui n'allait pas être utilisé. Et après 2h30 de conversation avec Benoît, il a réussi à convaincre qu'il fallait qu'on y aille. Donc je laisse la parole à Benoît nous expliquer un peu le point de vue d'IDFM sur tous ces sujets, l'ouverture, l'open source, Keeple, tout ce que tu veux, je t'en prie. Alors bonjour à tous, désolé effectivement de pas être là, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez également. À la limite, si vous m'entendez et que vous ne me voyez pas, c'est pas très grave non plus. Bon, je voulais effectivement déjà avant tout m'excuser de ne pas être avec vous. Quand je l'ai invité à monter la soirée, elle me dit Benoît, je veux vraiment que tu sois là pour raconter tout ce que tu as à dire sur les besoins d'open source sur la biéthique en Île-de-France. J'ai un petit peu d'écho de l'Arsène. Non, c'est moi, je vais essayer. Dans ce cas-là, je vais faire un peu la vide. Je vais juste prendre le risque de retirer le relais, donc je ne peux pas vous entendre pendant un certain temps, parce qu'après je vais répondre. Ok. Oui, donc effectivement, Valentina a dit il faut vraiment que tu racontes tout ce que tu as en tête sur la biéthique, et du coup, j'ai l'honneur d'introduire cette séance avec vous. Alors, je ne suis pas très loin, on va voir que je suis dans la station spatiale internationale. En fait, je suis un peu à l'Aquitaine. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ici, il fait beau. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai quitté Paris ce matin. Je ne sais pas s'il fait meilleur maintenant, mais en tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être quelques mots d'introduire la session sur rappeler un contexte de l'Île-de-France en termes de transport et puis dans le domaine de la biéthique. Alors, pour ceux qui connaissent pas précisément ce transport de France, on a chez nous entre 80 contrats de transport
donc des transporteurs différents, qui sont bien évidemment très souvent des filiales de groupes de métiers, mais également des entreprises à taille de coût réduite qui opèrent des bus, notamment en grand port. Ces 80 porteurs, ils transportent à peu près 10 millions de voyageurs chaque jour, entre 10 millions, c'est le compte. En tout cas, ça correspond à des déplacements assez importants. Ces voyageurs, bien évidemment, sont de transport et ils génèrent des dizaines de millions de nations. Chaque mois, plus de 10 millions de nations sont faites sur l'ensemble de l'autre. Pour ce faire, la bibliothèque francilienne, c'est quoi? C'est 70 000 équipements communicants. Alors, les équipements communicants, ce sont bien évidemment des valideurs, des carnets de contrôle, des automates de distribution, mais on le verra, de plus en plus, ces objets sont amenés à se compléter d'autres objets pour reprendre des bus qu'on n'a pas forcément historiquement complétés. Old school, qu'on pouvait voir jusqu'à présent. On a plus de 10 millions de cartes physiques de circulation. On commence depuis quelques semaines à avoir des cartes virtuelles, des tablettes, des téléphones. Alors, elles seront différemment plus que 10 millions de cartes, mais c'est qu'un lieu. Donc, j'espère bien que progressivement, les constituts vont migrer en quantité au moins la possibilité sur les téléphones. Alors, pourquoi j'ai passé un peu de temps à décrire cette situation-là? C'est qu'en fait, ça montre un peu la complexité de notre écosystème. On a des industriels extrêmement nombreux, on a 3 fabricants de cartes, on travaille sur d'autres, un peu plus de cartes, on a des fournisseurs de cardiaques qui sont importants, et à chaque année, plusieurs marchés d'approvisionnement qui se sont lancés pour notre équipement, que ce soit des automates, des valideurs, des portables de contrôle, etc. Bon, on voit chaque année, on a des nouveaux entrants industriels et opérateurs, avec, je ne vais pas cacher, j'ai une petite image dans la salle, des industriels historiques, les éthiques sont très présents en France, mais de plus en plus, nous on espère on souhaite ouvrir de nouveaux industriels. Qui revenir en exemple, ce sera juste après, le cas d'état de l'écosystème. Donc, pour faire tourner toute cette machine-là, on a avant tout besoin d'interopérabilité de stockage. Pourquoi? Parce que on veut développer des use cases communs, on veut développer une interopérabilité pour les clients qui leur permettent d'accéder au même service avec le niveau de qualité de service, le niveau d'exigence sur l'équipement de l'entreprise. Et donc, en plus, pour amener de l'agilité de rendement de notre tarification, de notre système électrique, on a le souhait de faire tourner les mêmes logiciels sur différents équipements. Jusqu'à présent, ce n'était pas totalement clair. La RAP et la SNCF notamment ont développé des solutions logicielles communes à leurs différents équipements, des couches basses, des SDK qui sont un peu de Triple, mais on voit là c'est des solutions qui permettent d'adresser les couches basses, on a besoin également d'introduire des logiciels de plus en plus standards et banalisés qui montent en couche protocolaire pour intégrer très vite les actes de vérification, de contrôle, etc. Donc, en ce moment, pour ceux qui connaissent le texte francilien, vous savez qu'on a décidé de franchement de repousser l'architecture du système biotique. Pour ce faire, on est en train de construire un nouveau système, un nouveau système francilien très fortement centralisé qui va interagir avec l'ensemble du équipement et le système et les différents exploitants de France. On verra, j'aurai l'occasion après de parler de l'expulsion d'autres formes donc ça nous emmène à développer ou à imaginer des composants engagés. C'est le jargon qu'on utilise aujourd'hui qui marqueront effectivement les couches normes de traitement de filtre qu'on va retrouver dans le moteur, dans les automates de distribution. Et on se rend
que soit le fabricant et quel que soit l'opérateur. Donc, on revient, déjà jusqu'à présent, on avait une vraie complexité à mettre en place des tests d'interopérabilité, chaque déploiement d'une nouvelle tarification d'un nouveau produit occasionnait des recettes extrêmement complexes où on peut être capable de vérifier que la carte est mise par l'un, chargée par le distributeur de l'autre et acceptée par le troisième opérateur industriel. Ce sont des choses qui sont clés, donc etc. Par ailleurs, on a des contraintes de sécurité qui sont importantes. Donc, ça s'affiche à côté du choix, de l'ordinateur. Vous voyez, je veux dire, et vous voyez bien. Ok, ça marche. Donc, on a également des contraintes de sécurité, c'est-à-dire la continuité de tout ce que Stéphane Dussault nous a fourni. Et on le voit de plus en plus, on déploie de la bioéthique quelque part, on a des industriels, des acteurs qui exigent une telle unité du code. Je vais prendre un exemple très concret, un SDK bioéthique dans des applications Android, aujourd'hui sur des Navigo, mais on est en train de le déployer dans les applications de la SNCF et d'autres web, de plus en plus les SDK bioéthiques qui sera dans les applications, dans les applications sur smartphone, être largement distribuées et évidemment l'intérêt d'un SDK, savoir ce qui se passe dedans, vérifier que le code est de qualité, qui lutte sur le plan de la sécurité, etc. Bon. J'ai introduit quelques mots sur l'interopérabilité standard, l'italianité, l'uniformisation, ça commence à faire un lien avec la partie du code ouvert. Alors, qui constitue par ailleurs avec ces acteurs qui nous laissent satisfaire jusqu'à présent les types qu'on a fait avec les industriels, les exploitants pendant ces dernières années, ce qui nous amène à repenser et à vraiment accélérer cette problématique d'ouverture, c'est le fait que la politique aujourd'hui est en train de se banaliser. De plus en plus d'acteurs ont envie d'interagir avec nos objets, que ce soit une carte, nos systèmes, les applications téléphone qu'on met en place. Ces opérateurs, c'est des opérateurs de mobilité, mais pas uniquement. Alors, ce que ça génère besoin, c'est effectivement besoin d'une guide qui soit plus ouverte, plus légère et plus banalisée pour s'intégrer dans une diversité d'équipements, de situations, de systèmes qui ne sont pas forcément des équipements construits par des industriels classiques de l'électricité. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça. Aujourd'hui, déployer une solution un peu standardisée de transport en France permet de lier des opérateurs de mobilité plutôt que de libérer bus traditionnels, de les emmener à faire du transport d'affecter des bus de taille un peu réduite pour ne pas forcément classifier des bus de ligne régulière, mais s'adapter à un certain nombre d'usagers de transport. On voit que ces opérateurs ont envie eux-mêmes de reposer une partie de l'offre PAB sur partenaires, qui peut être des acteurs du VTC, par exemple, des opérateurs de taxi, des opérateurs de covoiturage, de partage, etc. La difficulté qu'on a, c'est que quand un client arrive dans ces TAB virtualisés, donc c'est une virtuelle créée par des gens qui ne sont pas des acteurs traditionnels du transport et qui, bien évidemment, ne sont pas des équipements politiques et pour les ont besoin de vérification de transport donc se retrouve une vraie difficulté. Donc, une des questions à laquelle on est c'est comment on peut
plus une sorte de carte d'identité à mobilité qui doit être acceptée dans des cas d'usage qui sont connexes à la mobilité. Par exemple, aux parcs relais, plus de parcs relais qui sont mentionnés chez les France publiques à proximité de gare, sur lesquels on peut conserver l'accès à des usagers en titre de transport, des nouvelles, etc. et des cartes d'infrastructure de sécurité. Ça peut être des consignes sécurisées, ça peut être des dispositifs de stationnement de dépôt, etc. En dehors même du domaine de la mobilité et du domaine du transport, on est sollicité quasiment quotidiennement par des opérateurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des sports, dans le domaine des équipements, pour mettre en place l'acceptation du passeport de route sur des communes connexes. Par exemple, un cas d'usage sur lequel on a travaillé en une semaine, on souhaite pouvoir développer une offre culturelle francilienne et réserver davantage aux abonnés légaux pour créer une complémentarité pour aller sur certains lieux de la région de France, et des salles d'exposition avec des avantages qui soient réservés aux usagers munis d'un pass Navigo et d'un titre de transport. Bien évidemment, les acteurs qui opèrent les prix de ces là à l'entrée, devraient apporter une conclusion de ces GMI pour toi de passe Navigo, on ne va pas les équiper d'un organisation standard, on a besoin de développer quelque chose de CG. Donc, on revient, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti une politique à l'entrée à circuler pour la banaliser, la mettre dans les termes de soit assez. Donc, on a désormais de plus en plus une réflexion sur les usages où le smartphone, finalement un standard, peut devenir un équipement qui interagit avec Carmit, un téléphone équipé de l'application transport et qui peut faire du contrôle d'accès, voire même des titres, des raisons de transport, etc. Alors, on a des cas d'usage aujourd'hui qui existent, qui sont des collèges, je vais en citer un, qui est intéressant. On a certes déployé, vous l'avez vu dans la presse, la dématérialisation de titres de transport sur certains de téléphones, dans quelques semaines. Mais à côté de ça, comme side feature, on a déployé également un rechargement de carte Navigo avec les téléphones. Je trouve que cette fonctionnalité-là prend un grand succès. À tel point qu'on nous demande de réfléchir à étendre cette fonctionnalité pour permettre sur d'autres types de téléphones ce rechargement de carte Navigo, pas juste faire du rechargement, soit imaginer du feedback en billetterie de rencontre, par exemple, des opérateurs de tourisme qui voudraient émettre notre transport pour des touristes qui viennent de France. Vous allez avoir juste après une présentation d'un excellent exemple de ce qu'on peut imaginer avec Copernic et RTP Smart System. Comment, finalement, en utilisant les terminaux assez utilisés, trouver des applications utilitaires pour les journalistes avec des faire de charge dans plus de 8 points, entre 1000 et 1000 points du territoire en réseau de distribution lourd traditionnel. Donc, on passe finalement d'un monde où j'avais commencé par ce mot-là, avec des spécifications d'interopérabilité, des spécifications très pratiques, où que si on a dans le paysage une souche logicielle ouverte, éditable, relativement banalisée, que chacun puisse intégrer et qui finalement adresse plusieurs couches de l'interaction avec les titres de transport, nous crée plein d'usages auxquels on a forcément pensé aujourd'hui et qui vont permettre d'ouvrir la génétique à d'autres types de modalités d'accès, etc. Des avantages commerciaux par publicité, etc. Donc on réfléchit aujourd'hui comment chez une souche des petits immeubles, en l'occurrence qui peuvent sur la partie bref d'un traitement titre
quotidien qui permettrait d'enrichir une modalité organisée de contrôle du titre, l'existence d'un contrat sur la carte, voire même pourquoi pas de vérifier qu'il y a une exécution qui a été faite ce jour-là pour pouvoir prouver qu'on a bien utilisé les transports pour aller à un point précis, etc. Il y a plein de réflexions qui montrent que on peut réfléchir d'un certain titulaire, pour finir sur cette introduction, le lien avec le reste de la discussion de la soirée. On a dans le même transport un monde qui est traditionnellement assez fermé. À l'origine, dans ce cas on a une formation de ingénieur, je pense que nos ingénieurs français ont utilisé l'ingéniosité pour inventer un protocole réseau particulier pour se des entre eux, ou des modalités de façage un peu complexes. On voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire. On développe aujourd'hui une stratégie en complément de la démarche qu'on a sur le canal récemment de RT de l'attribution des possibles pour créer de l'usage de valeur et pour permettre à des acteurs d'aujourd'hui plus agiles sont tournés vers une nouvelle technologie de se saisir de ces données-là pour d'autres modalités. Aujourd'hui, il y a un foisonnement des applications de l'information à plusieurs qui sont bien évidemment plus performantes que les applications qu'on peut développer et qui adressent des usages extrêmement intéressants. Si là, dans le temps, on va être amené à faire de plus en plus. La loi son article 11 va obliger l'ensemble des constructeurs et des utilisatrices à offrir leur système de distribution, à mettre en open service un standard des collecteurs vers nos services de distribution. On peut créer des usages complémentaires en termes de services, on crée des collecteurs avec d'autres acteurs de l'unité, parce que pour permettre de vivre une application qui place et permettre sur un second client accéder très simplement à la réparation d'un événement de service compétent. Pour ce faire, on voit bien que c'est des acteurs qui vont occuper pour accéder et ouvert, pour que chacun puisse s'en saisir. Et que ce ne soit pas des choses qui sont réservées à des conducteurs. Je pense que la garantie de nature est vraiment une chose qui permet de faire que l'échappe non peut échapper à une situation dans un conducteur du système. Parce que la fois, mais c'est pas le cas, parce que ça permet à des acteurs certainement un peu plus agiles qui peuvent rester c'est le même qui jusqu'à présent un peu. Donc je voulais conclure là-dessus. Effectivement, on développe une stratégie de plateformisation de système de SAPU, de quelques articles précédents pour la stratégie passe qui, bien évidemment, adresse volet aussi orienté vers le voyageur, mais évidemment une stratégie qui a été qui va permettre de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la mobilité, qu'ils soient industriels, opérateurs de transport, opérateurs d'application, opérateurs de courrier, etc., des satellites, du code, des spécifications et des données ouvertes qui servent des usages que transporteurs, autorités organisatrices ne sont pas d'inventer ou d'imaginer chez nous. Voilà. Merci. Comment je fais merci beaucoup pour cette introduction.
Je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir, moi, parce que je retiens beaucoup, c'est que déjà IDFM connaît Keeple, c'est déjà un énorme pas pour nous, et qu'effectivement, vous avez la volonté d'intégrer des nouveaux acteurs, que ce soit en termes de nouveaux services de la mobilité ou de termes de nouvelles technologies. Du coup, les porteurs du projet, Nicolas et Pierre Télé, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à nous rejoindre ici. Et donc, vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas encore, le projet qui peut dans son ensemble, là, Pierre, qui est la Bonjour à tous, merci donc d'être venus si nombreuses pour ce Utopie Keeple. Donc là on va parler, on va vous présenter réellement ce qu'est Keeple. Alors moi d'abord en termes de, on va dire, je vais vous présenter le concept Keeple, ce que ça peut apporter autant aux autorités organisatrices qu'aux industriels. Et ensuite Pierre vous enchaînera sur une présentation un peu plus détaillée des fonctionnalités de Keeple, de son architecture, et aussi de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui va arriver demain, puisque en tant que projet open source, c'est un projet qui vit en permanence. Voilà. Donc, en fait, Keeple, c'est l'outil, on l'a conçu pour que ce soit l'outil qui permette justement d'adresser les nouveaux besoins des mobilités, notamment ce que disait Benoît juste avant, c'est pouvoir intégrer la vie éthique au sein d'un écosystème plus large, la promesse de la mobility as a service qu'on entend un peu à toutes les sources aujourd'hui. Et donc le but de Keeple, c'est vraiment de faciliter l'intégration de la vie éthique sur des solutions légères, flexibles. Et pour ça, Keeple lui-même, on l'a créé pour qu'il soit d'abord open source, donc gratuit, disponible pour tous, simple à implémenter et flexible. Et surtout, il a été conçu par des développeurs pour qu'il soit facilement utilisable par d'autres développeurs. Et ça, bon, je pense que Gaël et Camille en parleront plus longuement tout à l'heure, mais il est, en tant que projet open source, il est vraiment fait pour être utilisé par les autorités publiques dans leur marque publique. Alors, les bénéfices clés, donc, le côté open source, bien sûr, donc, Keeple qui est porté, Eclipse Keeple, voilà, donc, porté par la fondation Eclipse, donc Gaël en parlera tout à l'heure, mais donc qui donc donne un vrai label open source au projet, garantit une propriété, qui n'est pas de problème de propriété intellectuelle, qu'on ne se retrouve pas avec qui garantit vraiment à tous les utilisateurs une liberté d'utilisation et une sécurité sur la propriété intellectuelle, et donc le fait que c'est donc quelque chose de vraiment open source, et garantit également d'avoir une communauté en fait de contributeurs et de développeurs qui soient toujours à disposition pour améliorer le produit, pour corriger les problèmes, pour accompagner les utilisateurs, avec évidemment derrière un gros support de la part de Calypso Networks Association là-dessus, parce que le projet, en fait, maintenant, il n'appartient pas à Calypso, il appartient à Eclipse, mais derrière, Calypso sera forcément le contributeur et surtout donc, sera toujours là pour assister les utilisateurs. Donc ensuite, l'interopérabilité, la compatibilité, c'est pareil, c'est aussi un des besoins exprimés en entendu par Île-de-France Mobilité. Donc on assure une interopérabilité avec tout type de lecteur et de terminal, avec tout type d'architecture locale, distante, donc pour pouvoir adresser vraiment tous les besoins possibles en termes d'intégration biétique dans les différents écosystèmes, donc, que ce soit transport, événementiel, nouvelle mobilité, voilà. Et troisième bénéfice clé, la sécurité, dans le sens où justement,
Keeple permet un accès simple à des fonctionnalités qui elles-mêmes sont à des couches qui en fait sont complexes, mais ça c'est Keeple qui s'occupe de tout justement. Donc un accès à la sécurité Calypso qui est donc le standard donc de transactions sécurisées donc, entre des terminaux et des cartes sans contact qui depuis donc, son origine n'a jamais été piraté, malgré un déploiement quand même très important au niveau international et européen. Et donc, Keeple permet l'accès à tous à cette sécurité et de ne plus le réserver, donc, comme le disait Benoît avant, à un nombre réduit d'industriels ou d'intégrateurs. Alors, comment est-ce que ça marche? Bon, ça, Pierre vous en parlera plus longuement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, Keeple est lui-même modulaire. Donc, il y a deux API, deux modules, deux API principales. Une API, en rouge, Universal Security Interface, Keeple Core, ce qu'on appelle qui, lui, permet de s'interfacer avec n'importe quel type de terminal de lecteur sans contact, et un module plus haut niveau, Calypso Processing API, qui lui implémente tous les mécanismes Calypso, et notamment donc, les mécanismes de session sécurisée Calypso. Et au-dessus, donc on peut, au-dessus de Keeple, en utilisant des librairies Keeple de très haut niveau, on peut très simplement construire des applications pour tout type de services de mobilité qui vont permettre d'utiliser d'effectuer les transactions Calypso totalement sécurisées avec tout type de cartes, on appelle ça objet portable, mais on a déjà, on va dire, des cartes ou des téléphones embarquant des applications Calypso. Voilà. Et donc c'est aussi compatible en Java et en C++, ça veut dire qu'on couvre vraiment, et donc soit architecture locale, distante, on couvre vraiment quasiment toutes les possibilités en fait, d'architecture et de type de lecteurs, que ce soit des lecteurs embarqués, des serveurs, des terminaux Android. On l'a conçu pour être vraiment le plus générique possible et le plus standardisé possible. Alors, quels sont les bénéfices de Keeple? D'abord pour les autorités de transport et les opérateurs. En fait, je crois que Benoît en fait, a exprimé ses besoins juste avant, et donc on fait tout pour donc Keeple a été construit pour les satisfaire. Donc, d'abord permettre de faire entrer de nouveaux acteurs industriels dans le monde de la vie éthique, et grâce à l'open source, d'assurer une compétition équitable entre tous les fournisseurs logiciels, et également donc, de permettre justement, grâce à cette compétition et à cette ouverture, de faire baisser également les coûts, et surtout le coût global des systèmes, c'est-à-dire de pouvoir assurer une mise en concurrence, une compétition à chaque évolution qu'on veut faire de notre système, grâce donc, à l'open source et à des API totalement standardisés. Bénéficier également de toute la communauté open source pour faire évoluer Keeple, être sûr d'assurer aussi la pérennité du système en bénéficiant donc d'une couche open source qui sera toujours à jour par rapport aux dernières versions des spécifications Calypso, et vraiment aussi quelque chose de fondamental dans le cadre du MAS, de mobilité as a service, de pouvoir permettre donc l'intégration de ces nouveaux acteurs de la mobilité qui n'ont pas la capacité de se payer un système billettique traditionnel. Grâce à Keeple, ils pourront intégrer donc les porteurs de cartes billettiques traditionnelles dans leur service de mobilité. Donc ça là c'est vélo libre service, voiture partagée, trottinette, enfin tous les types de nouvelles mobilités qui n'arrêtent pas d'apparaître, et beaucoup souhaiteraient en fait pouvoir s'intégrer dans le réseau, dans la mobilité, on va dire, plus officielle, mais qui n'en avaient pas les moyens techniques pour le moment. Mais pour les intégrateurs, et même pour des gros intégrateurs, Keeple est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant. D'abord, ça permet à des nouveaux intégrateurs, même gros, mais qui n'avaient pas encore développé de couches Calypso, de pouvoir entrer
sur le marché beaucoup plus facilement. Ça réduit vraiment la barrière à l'entrée et donc ça permet aux gens de ne pas avoir à s'investir et à investir beaucoup d'argent et de temps pour développer toute la couche Calypso, mais de se concentrer sur les applications au-dessus de Keeple, qui ce sont celles en fait, qui vont apporter le plus de valeur ajoutée vis-à-vis de leurs clients opérateurs. Permet également on va dire, de leur éviter aussi d'avoir à maintenir en interne ces couches basses qui sont pas toujours évidentes à maintenir dans le temps au niveau du maintien des compétences. Et puis, pour des nouveaux, on va dire, des petits acteurs aussi, de pouvoir construire des applications pouvant s'intégrer avec les cartes billettiques très facilement. Voilà, et donc, in fine, aussi réduire les coûts des intégrateurs billettiques, leur permettre de gagner des marchés, de proposer des offres plus compétitives. Comme vous l'a dit Nicolas, l'architecture de Keeple est divisée en deux couches. La couche basse de Keeple Core, qui est une interface universelle pour interfacer des lecteurs de cartes. Dès le départ, nous avons cherché vraiment à intégrer tous les types de... Nous avons cherché à intégrer tous les types de technologies de lecteurs qui existaient. Et pour interfacer le Keeple Core avec les différentes solutions de lecteurs, il est nécessaire de développer des plugins. Donc c'est les révisions que vous pouvez y avoir. Et donc ces plugins sont... on essaie de tendre vers une solution où les plugins sont une sorte de mapping entre les API Keeple et les API natives des lecteurs. Donc dans le projet, nous avons inclus nous proposons des plugins pour les principales solutions standardisées. Nous avons des plugins pour PCC, pour Android NFC Reader, pour Android API. Nous avons aussi un plugin Remote Secure Element qui permet donc de piloter un lecteur de carte à puce distant comme s'il était local à la machine. Nous proposons aussi un plugin pour les HSL Calypso. Et enfin, la solution est adaptée pour concevoir des plugins pour l'embarquer, comme vous pourrez le voir par la suite. Keeple Calypso est une librairie de traitement Calypso qui a été conçue sur le Keeple Core. Alors, la solution Keeple Core n'est pas dénominée pour Calypso, elle peut supporter des extensions pour d'autres types d'applications. On espère que c'est un mouvement qu'on peut apprendre pour supporter éventuellement d'autres solutions billettiques ou d'autres systèmes, parce que afin de pouvoir intégrer Calypso dans des terminaux multi-applicatifs, multi-solutions. Donc la solution Keeple Calypso permet de gérer les jeux de mouvement de cartes, les jeux de mouvement de sable, et propose une API au niveau pour gérer la session Calypso. Dans le futur, nous proposerons aussi une librairie qui permet de supporter la solution Oplic proposée par CNA. Les forces du Keeple Core, c'est une solution qui convient aussi bien à l'embarquer, mais qui est aussi optimisée pour les architectures distribuées. Et donc, l'API Keeple Core, nativement, permet de transporter des commandes API groupées à destination des cartes à puce. Nous visons à intégrer n'importe quel type de lecteur, et donc la solution est adaptée, le core est conçu pour prendre en compte les spécificités de traitement spécifiques aux différents types de technologies de lecteurs. Par exemple, il y a certaines solutions ont des mécanismes de sélection automatique, de sélection d'applications par IP gérés de manière automatique. D'autres ont des traitements sur les réponses aux commandes APDU. La solution est aussi adaptée pour prendre en compte
les capacités de certains des lecteurs à détecter la présence carte, pouvoir supporter une notification d'insertion de carte ou notification de retrait de carte. Et donc, cette partie-là a été vraiment un challenge parce que certaines solutions certains pilotes de lecteurs de cartes sont capables de notifier l'insertion mais pas le retrait. Donc à travers l'API People, on va pouvoir met en place une mécanique qui permet de détecter le retrait comme si le lecteur proposait nativement ce service. Enfin, la solution People permet aussi de gérer les HSM de manière transparente. Donc, par exemple, nous avons intégré le HSM Calypso de Spotify comme si une réserve de lecteurs équipés de ça était interfacée à le terminal. Donc ça, c'était pour le flex de Bitcore. Pour la Calypso, donc, ce que nous proposons, c'est vraiment une appli de très haut niveau, destinée à des développeurs qui ne connaissent pas forcément la politique, qui ne connaissent pas forcément Calypso, pas forcément les mécanismes de sécurité associés. Le développeur d'application va mettre en œuvre des commandes simples, essentiellement paramétrées par des paramètres fonctionnels. Pour lire un fichier contrat, écrire une donnée. Et l'API Calypso est capable donc de détecter le type de révision de carte et d'adapter la construction des commandes de carte avec les paramètres techniques qu'il faut en fonction des révisions de carte, en fonction des fonctionnalités supportées par la carte. La session sécurisée Calypso dans l'API Calypso automatise tout ce qui est génération de commandes SAM. Donc, à la limite, les processus de sécurité et les commandes SAM sont totalement masqués vis-à-vis du développeur d'application. Cette API optimise aussi les regroupements de commandes cartes et de commandes SAM afin de réduire au maximum le nombre d'échanges réseau au cas où le lecteur de carte ou le lecteur de SAM est existant en terminal. Pour une session Calypso, l'API permet de réaliser une session Calypso avec au maximum 3 échanges cartes et 3 échanges SAM. Pour arriver à ce résultat, l'API a une intelligence qui lui permet, si nécessaire, d'anticiper certaines réponses cartes pour diminuer le nombre d'échanges avec les modules SAM. Nous intégrons aussi un gestionnaire de modules SAM qui permet d'allouer des ressources SAM, modules ou HSM de manière générique. Prochainement, nous aurons aussi d'autres fonctionnalités pour paramétrer automatiquement des structures de fichiers, contrôler les droits d'accès aux fichiers. Nous proposerons aussi une protection contre les attaques par injection. Il y a des systèmes qui ont subi récemment ce genre d'attaque. Donc ce sera géré nativement par l'API. Et nous intégrerons aussi un flux pour alimenter les systèmes anti-fraud, des systèmes d'identité. Donc aujourd'hui, le projet Eclipse People a publié une première release en septembre, une première version d'implémentation Java qui intègre les commandes Calypso les plus utilisées et qui supporte les principaux plugins, donc PCSC, Android, Oracle, ainsi que les notes sécurité. Donc cette implémentation est aujourd'hui disponible sur GitHub et les binaires peuvent aussi être téléchargés sur le site Eclipse du projet. Nos prochaines étapes. Dans quelques jours, nous allons apporter une amélioration du People Core afin de mieux prendre en compte
les lecteurs embarqués qui ne sont pas capables de détecter nativement les retraits de cartes. Nous allons proposer un mécanisme de séquence de retrait de cartes. Nous allons aussi sécuriser l'API du corps afin que les droits d'accès entre développeurs d'applications Yetic sur Keeple et les droits d'accès des développeurs de plugins soient bien étanches et sécurisés. Il sera plus difficile de faire des erreurs d'implémentation avec ce nouveau droit d'accès. En novembre, nous allons aussi réorganiser le projet. Jusqu'à aujourd'hui, le projet et le système de build était plutôt optimisé pour les mainteneurs pour les mainteneurs et les contributeurs du projet Keeple, c'est-à-dire essentiellement nous pour l'instant. Mais il était difficile à prendre en main par les utilisateurs, et donc nous allons réorganiser l'organisation du projet pour proposer des scripts de build qui sont adaptés aux développeurs d'applications, et nous conserverons aussi des scripts qui seront adaptés aux mainteneurs. Nous allons adresser vraiment les deux types de populations à travers le projet. Enfin, pour la fin de l'année, nous envisageons de compléter les fonctionnalités Calypso supportées. L'objectif est de supporter toutes les fonctionnalités de Calypso 3.1 pour la fin de l'année. Et nous allons aussi publier une première implémentation C++ du projet qui sera basée sur la version 0.8 de novembre. On va peut-être faire des questions après, comme ça on va enchaîner, puis on les fera grouper. Vous avez bien en tête. Là, vous avez donc Pierre, le fonceur de tout ça, mais vous avez aussi d'autres personnes qui ont participé au projet, qui ont une fortune. Là, il y a qui n'est pas là, et puis il y a d'autres contributeurs. On va du coup maintenant passer à la partie premier débloquage, premières expérimentations, je sais pas comment on dit dans les sources que les gens testent en milieu de trucs qui n'existent pas encore, ce qui est une source. Essuyeur de plâtre. Donc, essuyeur de plâtre numéro 1, s'il vous plaît, il faut accueillir Hicham, LBZ, donc chez RAPP Smart System, qui est porteur d'un projet, et Benoît Laforge, donc de chez Côté Arctique, tous les deux responsables du développement. Et donc ils vont nous expliquer un peu dans le thème qu'est-ce que vous avez fait avec Keeple et ce que vous en avez tiré. Bonjour à tous. C'est un contenu que vient d'étudier avec Spark TV, etc. Pour commencer, je vous présente. Je m'appelle Jean-Jean, je travaille pour RAPP Smart System. Je m'occupe d'un poste responsable du développement, notamment sur les projets politiques, depuis à peu près 2013. RAPP Smart System, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le filière musical de la RAPP. On est présent à peu près dans 11 pays et 120 réseaux de transport national, avec le chef qui est des données qui transitent dans le système BITX. Le projet TCT, c'est un projet qui consiste en fait à renouveler un terminal de chargement de titres de transport chez Uberalist, le commerce de proximité. Pour mettre le contexte, il y a un existant, il y a un équipement existant qui a été déployé en 2005. Le mois-ci. Donc ça a été déployé en fait en 2005. L'Euralis, c'est une architecture un peu obsolète en utilisant la technologie modèle RTC en voie de disparition, et ce terminal est plus maintenu par son fournisseur. Il ne permet pas facilement d'intégrer des évolutions BITX. Et
Et le nouveau remplaçant, c'est le CO2, c'est un nouveau terminal qui doit être déployé très prochainement chez les dépositaires. Alors, les enjeux, c'est de pouvoir développer un nouveau terminal de vente pour les dépositaires et qu'il soit compatible avec Calypso parce que c'est un standard qui est largement utilisé en Ile-de-France et sauver la concurrence aux fournisseurs qui n'ont pas d'expérience et qui ne maîtrisent pas la technologie Calypso. Et pouvoir y utiliser le développement de nouveaux projets. Pourquoi Keppel? Parce qu'il y a une volonté d'ouvrir à de nouveaux fournisseurs et qu'il y a une pérennité et une utilité de la solution et qui est hébergée par la Fondation Eclipse. Ça me garantit en fait que le code a été testé, il y a qualité de code et qu'il y a assez pour derrière pour nous accompagner dans la correction des anomalies des bugs. Et prochainement, il y aura une open source qui pourrait participer au développement. Et ne pas réinventer la poudre. Le développement, c'est la technologie Calypso. Et l'idée, c'est une solution réutilisable et complètement indépendante de tout ce qui est matériel et logiciel. Pourquoi Copernic? Le ATP Smart System a ouvert un appel d'offres. Ils ont répondu. Donc, ils ont gagné une très bonne note technique et financière. Et ils ont ouvert leur système sur la GitHub, que ce soit des sources Java, documentation et l'accès à la propriété intellectuelle. Et qu'ils étaient d'accord pour intégrer les SDK Keppel. Donc, et pour à la fois, je peux détailler cette partie. Donc, bonsoir à tous. Je suis Benoît Laforge, responsable du développement logiciel chez Copernic. Vous m'entendez? C'est bon. Parfait. Donc, Copernic, on est une société aixoise. J'aimerais dire qu'on est une jeune société, mais c'est plus vraiment le cas. On a bientôt 11 ans d'existence. On est expert en mobilité et plus particulièrement dans le transport public. Donc, on travaille avec tous les intégrateurs majeurs dans ce domaine. Je pense à Conduent, Flowbird, VIX et j'en passe. On a déployé des milliers de terminaux dans le cadre du transport public en France et dans le monde. Notamment, un des plus gros projets qu'on a pu faire, c'était les transports en commun, pas trop en commun, à Moscou, où on a déployé plus de 2000 terminaux pour assurer le contrôle dans le métro, des bus, etc. Copernic, on a aussi une forte appétence pour l'open source. Notamment, donc on a un GitHub, github.com/Copernic, sur lequel on déploie beaucoup d'exemples de code pour l'utilisation de nos SDK et compagnie. Et puis, cette appétence pour l'open source, elle ne vient pas de nulle part. On est développeur et en premier lieu, principale compétence, c'est le copier-coller. Donc, quand des gens partagent du code, nous, ça nous permet de travailler plus rapidement. Au final, donc, je vous ai fait une présentation, on parle d'open source, on parle de transport public, et c'est à ce moment-là qu'Internet Keppel. J'aimerais que ce soit la seule explication pour laquelle on s'est penché sur Keppel, mais évidemment, la première, c'est quand même qu'on a gagné l'appel d'offres RATP et qu'on est contractuellement engagé à intégrer Keppel sur le C12. Ok. Donc, le prochain slide, je vous présente ici l'architecture fonctionnelle générale simplifiée de notre système qu'on est en train de mettre en place. On voit les 3 codes couleurs, tout ce qui est en vergeade, c'est fourniture RATP Smart System, tout ce qui est en bleu, c'est fourniture CNA, et en orange, c'est fourniture Copernic. Donc, comme ce qu'on voit tout en haut, c'est la partie en fait, qui se retrouve chez le dépositaire. Chez le comptoir dépositaire, on retrouve un terminal TCT. Dedans, donc, il y a une application mobile Android qui intègre SDK Keppel et le plugin CO12 développé par Copernic. Et à côté, donc, il y a une communication avec une imprimante pour pouvoir imprimer le dossier de chargement du code de transport. Donc cette partie communique avec notre back-office qui se trouve sur le réseau RATP
Et entre autres, c'est communiqué en Wi-Fi, on utilise le Wi-Fi dépositaire pour communication avec le serveur. Et on voit qu'il y a le serveur de matérialisation de titres, puis il y a un moteur de chargement BT existant qui est appelé vers Keppel. Donc c'est le serveur qui pilote les sessions Calypso sécurisées en utilisant derrière un HSM Calypso. Donc on voit aussi dans le HSM Calypso, donc il y a un fourniture CNA, c'est le Keppel plugin HSM, et vous pouvez l'utiliser pour être complètement indépendant de tout HSM. Et pour la partie C1.2, le C1.2, Benoît peut détailler un peu. Alors déjà, nous, on est assez fiers d'être le premier industriel à avoir développé un plugin pour un terminal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance qu'on a eue là-dessus, c'est qu'on a pu travailler main dans la main avec à la fois RATP Smart System et CNA. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir vu la présentation juste avant de l'équipe de Keppel, et j'aurais adoré l'avoir avant de commencer à travailler sur le plugin. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu le slide sur l'architecture de Keppel, et celui-là, même maintenant, je ne le comprends toujours pas. Alors, ce qui se passe, comme Pierre l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une release 0.7 qui a été faite en septembre, et nous, on a commencé à travailler en juillet sur le sujet. Alors, c'était le premier problème, donc on a travaillé en juillet, en plein milieu des vacances. Et donc, comme on est sur des versions 0. quelque chose, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on essuie les plâtres. Et notamment, donc dans le terminal C1.2, on embarque un lecteur RFID qui est de Paragon. Et c'est un lecteur RFID en fait qui est synchrone, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler avec lui, on envoie une commande, on attend la réponse. Si jamais j'envoie une commande, j'attends pas la réponse, je renvoie une commande, le lecteur, en fait, il reboot. Il reboot, on a tout perdu. Et donc, on s'est aperçu très très vite que l'architecture de Keppel n'avait pas pensé la possibilité de ce genre d'architecture un peu archaïque, de façon de fonctionner du terminal. Et donc là, j'ai passé beaucoup d'heures au téléphone avec Pierre en train d'expliquer voilà mon problème, comment est-ce qu'on peut avancer. L'autre écueil auquel on a été confronté, une fois qu'on avait réussi à se battre avec tout ça, c'est qu'on n'avait pas de moyen de détecter le retrait de la carte. Et ça a été aussi un casse-tête qui est vraiment en passe d'être résolu. Aujourd'hui, pour la RATP, je ne vais pas le dire trop fort, mais on a une solution de contournement, un workaround. Ça marche dans beaucoup de cas. Beaucoup. Au final, dernier point où c'était assez compliqué l'intégration, c'est que le lecteur embarque donc un lecteur HF, RFID, qui va permettre de lire les cartes sans contact, et 2 lecteurs SAM. Sauf que d'un point de vue technique, c'est le même lecteur. Et dans Keppel, on a 2 plugins différents, un plugin pour gérer la HF, un plugin pour gérer les SAM. Donc, si on prend depuis le début, j'ai un lecteur qui est synchrone, qui fonctionne avec 3 lecteurs différents. On a dû gérer des priorités dans tous les sens, faire en sorte que le lecteur s'arrête pas de fonctionner, ne pas rebooter au milieu d'une transaction. Et aujourd'hui, c'est intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de documentation, c'est super bien, et puis comme toujours, il en manque toujours un petit peu de documentation. Donc au début, quand il a fallu commencer à intégrer, il y avait pas mal de choses, quel plugin il faut que je choisisse, quel lecteur il faut que je choisisse, etc. Et toutes ces questions, on a pu les régler grâce à Pierre, à Jean-Pierre, et on a pu avancer sur des sujets comme ça. Ce que je trouve très intéressant au final, c'est qu'on est dans de l'open source, donc on travaille en fait en collaboration au final. Et ce que nous on a fait, ça a pu faire évoluer Keppel. Notamment, donc cette idée d'avoir des lecteurs qui sont synchrones et qui n'ont pas de détection de retrait de la carte, pour moi c'est une grosse plus-value aujourd'hui pour Keppel, parce que finalement ce lecteur Paragon qui est très utilisé dans le transport public, il a une architecture qui est assez commune. On a beaucoup de lecteurs qui font ça. Au final, nous, en plus, on a commencé à bosser sur la release 0.7 et on a dû basculer assez vite sur la 0.8 pour avancer. Donc, bon an, mal an, le projet a bien avancé. Je dirais que l'implémentation aujourd'hui, elle est complète à 90-95%. En fait, je dirais au bug près.
Donc là, on remercie RATP et Smart System de nous découvrir ces bugs et de nous faire avancer. Contrairement à Bellman, on a commencé à travailler avec Keppel depuis la version 0.6, depuis le début de l'année. On a commencé à faire des POC. Et l'utilisation, en fait, on utilise les deux modes prévus dans Keppel. C'est en mode SAM local, dans le terminal pour faire des chargements locaux, et en mode testant pour faire un chargement à distance. Après ce suivant, il y a un retour d'expérience par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On est le premier à intégrer Keppel. Donc on est le premier testeur pour CNA. Donc on a rencontré pas mal de bugs. Il y a une très forte réaction de la part, réactivité de la part de Jean-Pierre et Pierre Ténès de la correction. Et on a aussi mis en place le plugin HSM, c'est notre demande. Conclusion, donc il y a une très forte collaboration avec SENA qui nous a permis en fait d'économiser le temps sur le développement. Il y a un échange d'expérience sur ce qu'on fait, sur ce que vous faites aussi, et l'implémentation conforme à Calypso et les recommandations préconisées par SENA. Et des développements qu'on fait actuellement sur le projet et qui seront réutilisables sur les futurs équipements pour de prochains projets qu'on va mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux. De toute façon, il y a beaucoup de techniciens ici, donc on sait qu'on annonce un projet et en fait, quand on rentre dans le code, c'est jamais aussi rose et aussi magique que ce qu'on espérait. Mais nous, ce qu'on aime bien dans ce projet-là, déjà parce que RATP Smart System, on les connaît bien, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux et c'est un intégrateur important dans le milieu de la bioéthique et il joue bien le rôle de connecter les briques entre elles. Et ce qu'on aime bien aussi chez Copernic, c'est qu'on ne les connaît pas. Et donc ça, c'est une bonne chose, puisque ça prouve bien qu'on est capable d'avoir des nouveaux intégrateurs qui se saisissent de Keppel et rentrent dans le monde Calypso. Alors, est-ce que ça va plus vite ou pas? Peut-être qu'on fera un feedback dans un an pour voir en termes de roadmap produit qu'est-ce que ça donne. Et voilà, l'idée vraiment derrière ça, c'est que on sent bien qu'on peut avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer dans le monde Calypso, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis maintenant, on espère aller encore plus loin, puisque donc, comme on dit, c'est un projet qui est hébergé chez Eclipse. Et donc l'objectif pour nous derrière ça, c'est bien de dire l'objet peut être modifié et intégré par tous ceux qui le souhaitent, voire même créer des nouveaux usages qu'on n'a pas forcément imaginés. Là, on parle beaucoup de transport. Benoît Bout en parlait tout à l'heure, événementiel, accès. On a un peu envie de mire les JO en 2024. On se dit, tiens, peut-être qu'il y aura des choses à faire. Beaucoup d'acteurs qui vont rentrer en Ile-de-France. Il se trouve que c'est Calypso, il se trouve que toute la France est Calypso, donc peut-être qu'on a une belle carte à jouer là-dessus. Et puis je vais inviter maintenant donc, les deux derniers intervenants de la soirée, donc qui sont... oui, c'est déjà à vous, hein, c'est vous. Gaël Blondel, donc, qui est VP de France Eclipse. Et donc Camille Moulin, qui est avocat consultant chez Inocube. Donc là, on va avoir un aspect beaucoup plus légal et juridique. Alors, promis, ça ne va pas être soporifique. Hein. On essaie plutôt d'avoir des réponses, on va dire, plutôt de comment ça fonctionne Eclipse, parce qu'on s'est rendu compte que plein de gens comme nous ne savaient pas ce que c'était. Désolé, donc, et que comprendre, une fois que c'est chez Eclipse, le code, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Et effectivement, Inocube qui nous a beaucoup accompagné sur toutes nos stratégies de développement d'un passage d'une technologie un peu fermée ou considérée comme un peu à l'ancienne, difficile d'accès, vers un projet open source. Donc on n'a pas fait ça tout seul. On s'est fait accompagner par plein de personnes et Inocube a été vraiment dans les premiers. Et encore aujourd'hui, on vous sollicite. Le premier, tout à fait ça, c'est le premier qui nous a dit bon, voilà, vous pouvez le faire, c'est possible. Et effectivement, qui nous a fortement incité à aller chez Eclipse et on est très contents aujourd'hui. Donc, Camille, je te laisse commencer très volontiers et puis ensuite, tu enchaîneras et tu concluras ta présentation. Merci beaucoup.
Donc rapidement, Gameone, on travaille chez Inocube, c'est un petit cabinet de conseil nous spécialisé en propriété intellectuelle ouverte. Normalement, c'est Benjamin qui aurait pu être là, il regrette vraiment de ne pas avoir été présent, il le regrette d'autant plus que CNA Calypso, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. En fait, ça nous tient à cœur notamment parce que quand on en a entendu parler, on a vraiment été impressionné de la convergence naturelle qu'il y avait avec l'open source. C'est-à-dire qu'on était connus qu'ils n'en fassent pas déjà. La convergence, avec notamment en termes de valeur. Ce qui nous a frappé chez CNA, c'est cette mise en avant de la souveraineté numérique de l'utilisateur. De l'utilisateur final de la technologie pour ne pas être dépendant d'un tiers par rapport à sa technologie. Donc ça, forcément, ça résonne beaucoup par rapport aux valeurs du logiciel libre. Et l'autre aspect, c'est les questions d'interopérabilité sur lesquelles ils insistent beaucoup et qui est aussi fondamental dans leur fonctionnement. Et là aussi, l'interopérabilité, c'est un des piliers du logiciel libre. Ces valeurs-là, en fait, elles ont, au niveau économique et juridique, il y a une conséquence directe, c'est en termes de concurrence libre et non faussée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, dans l'open source, en 2006, on a eu une jurisprudence sur le sujet. On a eu Wallace contre IBM, justement, qui a attaqué IBM pour concurrence déloyale, en gros, c'était par rapport à Linux et à ses gratuités. Et finalement, on a eu une jurisprudence qui, non seulement a donné tort à Wallace, qui a écouté toutes ces demandes, mais surtout, la Cour était assez détaillée pour expliquer en quoi, au contraire, l'open source était un facteur pour accroître les conditions nécessaires à une concurrence libre et non faussée. Et dans cette évolution de CNA, donc on prévoyait vers l'open source, il y a un autre facteur important, c'est que ce n'est pas quelque chose d'isolé, de marginal, au contraire, ça s'insère dans une tendance globale vers l'ouverture en général. Cette tendance, on la constate à deux niveaux. On la constate au niveau de l'évolution du cadre législatif et aussi dans des pratiques industrielles, des grandes industrielles. Au niveau de l'évolution législative, il y a des choses, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la déclaration de Tallinn sur le e-government, qui fait une place particulière à l'open source. Au niveau de l'ouverture des données, il y a aussi la directive PSI qui a eu plusieurs révisions et qui est devenue la directive Open Data cette année. Et en France, on a surtout eu la loi pour une république numérique, donc la loi Le Maire. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. Qui a déjà entendu parler de la loi pour une république numérique? Donc c'est à la fois un peu étonnant parce que en fait, c'est une loi qui est assez fondamentale, qui a beaucoup de conséquences pour vous en tant que citoyen. C'est quelque chose qui consacre en fait l'ouverture des données publiques, la disponibilité de ces données, à la fois pour des raisons de transparence en termes de gestion de la cité, mais aussi en termes d'opportunités économiques. L'idée, c'est de se dire que toutes les données publiques, fournies par les administrations ou par des acteurs privés qui ont une mission de service public, doivent être disponibles à la fois d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des licences pour les exploiter correctement, mais aussi elles doivent être mises à disposition dans un format techniquement exploitable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous demandez la liste des dépenses d'une commune pour telle catégorie, on ne va pas vous envoyer un vieux PDF qui est une image, on doit vous envoyer un fichier CSV, quelque chose d'exploitable techniquement. Voilà, donc la loi se situe à vraiment ce niveau-là, et en prenant cette dimension technique en compte, elle fait vraiment bouger les choses. L'autre aspect fondamental, c'est qu'elle consacre la considération du code source comme un document administratif, et donc finalement, toutes les avancées qui ont été faites au niveau de l'open data, elles sont automatiquement reportées sur le code. En gros, tout le code qui est produit par des administrations ou des commissions de service public doit être publié sous une licence libre. Il y a un décret avec une liste de licences officielles, donc toutes des licences qui sont validées par le Source Initiative de la Foundation, quand vous avez les classiques, vous avez la GPL, la NPL, etc. Et c'est une pratique qui prend encore vraiment maintenant. Là, juste la semaine dernière, il y a eu un index qui a été publié par Etalab de l'ensemble des dépôts publics de code directement accessible. Donc en gros, vous avez plein de comptes GitHub, GitLab un peu partout, et maintenant vous avez une page de référence où vous pouvez chercher en fonction de votre code. Voilà. Au niveau du cadre législatif, on a une avancée vraiment significative, et alors que ça affecte
majoritairement dans le secteur public. Nous, ce qu'on constate au niveau du secteur privé, c'est que maintenant, on a à peu près 100% des entreprises qui utilisent du logiciel libre pour développer leurs propres solutions, qu'elles soient libres ou pas. Mais on a aussi beaucoup plus d'entreprises qui contribuent activement à des logiciels libres, et on voit surtout en fait, des industriels lancer des projets métiers sous les licences libres. Ça, c'est plus simplement des composants d'infrastructures de bas niveau, c'est vraiment des projets métiers. Et généralement, ces projets-là, ils sont opérés dans un cadre, d'un tiers neutre qui est incarné juridiquement par des fondations. Et cette gouvernance ouverte, elle contribue encore elle vient compléter l'ouverture du code et elle vient renforcer le cadre législatif qu'on avait, qui permettait de demander spécifiquement un logiciel libre dans un marché public pour des questions de respect de la concurrence. Vous ne pouvez pas exiger un logiciel propriétaire, vous ne pouvez pas nommer en fait un logiciel propriétaire dans un marché public. En fait, vous formulez votre demande en termes de besoins. En revanche, comme un logiciel libre est vraiment accessible à tout le monde, surtout s'il est dans le cadre d'une fondation, il n'y a pas de rupture de concurrence si vous précisez le logiciel libre. Donc c'est pour ça qu'on peut demander qu'ils peuvent expressément dans le cadre d'un marché public, et c'est tout à fait légal et il n'y a pas de rupture de concurrence. Donc le point vraiment important, c'est la gouvernance ouverte, et ça me permet de passer la parole à Gaël. Ouais. Ok, merci. Donc, oui, donc Valentina, elle m'a dit que tout le monde ne connaît pas nécessairement ce que c'est l'Eclipse. Donc, voilà, Camille parlait des fondations open source. Il y a un certain nombre de grandes fondations open source, et Eclipse en fait partie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une aventure qui a démarré en 2000, qui était initiée par IBM autour des outils de développement en Java, initialement. Et aujourd'hui, c'est largement au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a 375 projets dans des domaines comme l'IoT, comme l'automobile, etc. On est une organisation internationale. Moi, je pilote la partie européenne de la Fondation Eclipse. On a une équipe de 30 personnes dans le monde, donc 20 au Canada et 10 en Europe. On a 280 membres. Les membres, ça inclut Calypso, c'est des entreprises, des organisations qui paient une cotisation annuelle parce que c'est important pour eux d'avoir cette fondation neutre qui permet, qui est garante de la pérennité des projets open source. Mais on va y revenir. Donc voilà, ça a démarré en fait il y a plus de 15 ans à droite par les outils de développement. On fait encore plein de choses sur les outils de développement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on fait aussi beaucoup de choses dans l'IoT et pas mal de choses dans l'automobile. Et puis plus récemment, on a tout ce qui est Java Enterprise Edition, donc Enterprise Java, tous les middleware Java qui sont venus chez nous. Je voulais juste te dire un truc par rapport à, tu disais non concurrence déloyale, etc. Et je vais en parler ici. Ce qu'on fait dans l'automobile, typiquement, c'est on arrive à travailler avec tous les constructeurs automobiles allemands et certains autres. Parce que le fait qu'on travaille sur des plateformes open source, le fait aussi qu'on a ce qu'on appelle notre antitrust policy. Donc on a documenté et on l'utilise au début de chaque meeting, ceux dont on a le droit de parler, ceux dont on n'a pas le droit de parler dans des meetings autour des projets open source. Ça leur permet, même quand ils ont des délicatesses avec le gouvernement allemand, comme ça a été le cas récemment, il y a des moments où ils n'ont plus le droit de se parler, mais ils ont le droit de continuer à venir faire de l'open source dans un cadre qui finalement est un cadre neutre auquel tout le monde a accès et qui est un cadre finalement un cadre de collaboration qui est juridiquement acceptable pour tout le monde. Donc ça c'était assez important.
Donc, comment ça fonctionne? Et je pense que ce slide il est important. C'est que la fondation Eclipse, donc on a notre propre licence et on a plein de processus. On a un processus de gestion de la propriété intellectuelle, on a un processus de gestion du processus de développement. Et en fait, tout est conçu pour que des entreprises puissent collaborer sur des plateformes open source. C'est vraiment l'idée, c'est on collabore sur une plateforme open source avec l'idée que chaque partenaire de l'écosystème va avoir la capacité de créer ses propres produits au-dessus de la plateforme open source, sans aucune contrainte sur les produits. Donc quand on dit on collabore, y compris avec vos concurrents sur la plateforme open source, ça veut dire que Calypso, aujourd'hui, Keeple, vous venez prendre Keeple, vous faites des modifications à Keeple, il faut republier ces modifications sur Keeple. Par contre, la plateforme Keeple open source, vous pouvez l'embarquer dans toutes vos solutions propriétaires, et en plus, comme c'est géré au niveau d'Eclipse, on vous garantit que la propriété intellectuelle est correctement gérée, et que donc vous ne prenez pas de risque juridique en termes de propriété intellectuelle à l'intégrer dans vos produits. Et pour ça, on a une équipe de gestion de l'IP qui est assez importante. On fournit aussi des outils comme GitHub ou des outils similaires. On a l'aspect développement, il y a les mailing lists, il y a comment faire des releases, tout ça. Je pense que c'est des choses qui, honnêtement, à mon avis, sont un peu pénibles pour les développeurs, surtout au début, quand il faut monter en charge là-dessus, mais je dirais quelque part, on n'a rien gratuitement. C'est le prix du fait qu'après, une fois que ça roule, une fois que ça tourne, on a le projet qui est utilisable dans tous les contextes. Donc voilà, cette idée, nous on est une des fondations open source, il y en a d'autres. C'est que les fondations open source, c'est les bons endroits pour avoir des plateformes qui sont développées de façon collaborative, qui sont vendor neutral et qui sont sustainable, c'est avec la pérennité durable. Et alors, tout à l'heure, c'est Copernic qui disait on a mis quelque chose sur GitHub. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu disais, tout le monde utilise de l'open source. De plus en plus de gens font de l'open source. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien de poster du code sur GitHub. C'est pas forcément suffisant, surtout en tant qu'utilisateur de ce code. C'est-à-dire que si vous allez chercher du code sur GitHub, la question, ça va être un peu qu'est-ce que va devenir ce code, qui l'a posté, quelles sont les intentions derrière, etc. Après, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui ont des produits open source, donc c'est ce qu'on appelle des single vendor open source. Alors Android, par exemple, c'est un exemple de single vendor open source, quelque part. Elasticsearch ou autre, c'est d'autres exemples. Ça a l'intérêt. Je pense que les fondations, donc, que ce soit OpenStack, la Linux Foundation, la Document Foundation dans certains contextes, ou Eclipse Foundation, ou Apache, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté vendor neutral governance, et puis la plupart du temps, le côté business friendly intellectual property, c'est-à-dire cette idée qu'on fait du code open source pour permettre à des gens de faire du business avec. C'est-à-dire que si vous avez dans l'idée que l'open source c'est un truc de hippie, je pense que c'est pas le cas ici dans Keeple, et moi dans mon monde, c'est pas le cas du tout. Ceci étant dit, tu parlais des valeurs tout à l'heure, moi j'aime bien ce slide, on a 3 valeurs qui sont assez importantes. Donc, il y a l'interopérabilité, mais je pense que l'interopérabilité, elle est aussi quelque part complémentaire à la transparence et à l'ouverture. La transparence, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le projet doit apparaître dans un des médias publics du projet. Donc tout à l'heure, par exemple, vous évoquiez l'idée que vous aviez beaucoup de coups de fil pour débugger Keeple, etc.
c'est bien, mais je pense que, je n'ai pas été voir, hein, mais c'est important aussi à un moment donné de se dire, finalement, ces discussions, il faut qu'on arrive à les avoir sur la mailing list, il faut que quand on trouve un bug, systématiquement, ce bug, on va d'abord aller créer un bug report, etc. Ça, c'est quelque chose, c'est aussi pas forcément simple à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose sur lequel nous, notre rôle, c'est justement d'aider votre communauté à adopter ces bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques font que justement quelqu'un qui est extérieur au projet peut venir jeter un œil et se dire « Ah bah ouais, le projet il est actif, ah il va dans telle direction, ah bah tiens ça m'intéresse » ou alors « Oulala, cette direction-là, ça me fait un peu peur, je vais peut-être rentrer carrément dans la discussion sur la mailing list même si je ne suis pas actif aujourd'hui. » Et donc là on arrive à l'ouverture. L'ouverture d'un projet open source, c'est que tout le monde peut participer à partir du moment où il a prouvé ses capacités techniques à participer. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir été affranchi parce que on travaille pour une entreprise amie, Locus. Donc c'est vraiment cette idée qu'on peut collaborer, y compris avec des compétiteurs. Et la méritocratie, on va passer rapidement, mais c'est qu'il faut être un contributeur avant d'être coopté en tant que committeur, c'est-à-dire les committeurs, ceux qui ont le droit d'écrire directement du code dans le répertoire partagé. Voilà. Juste 2 mots sur donc Eclipse. C'est la fondation Eclipse, c'est une organisation nord-américaine. Le siège social est au Canada. Ceci dit, on a la faiblesse de penser qu'on est certainement une des plus grosses organisations open source en Europe. Pourquoi? Déjà, on a une équipe d'une dizaine de personnes en Europe. On a 170 entreprises européennes qui en fait sont membres de la fondation. Donc il y en a 40% qui sont des Allemands, 20% qui sont des Français, et puis le reste dans le reste de l'Europe. Et aussi, on participe à des projets de recherche européens. Si vous cherchez des partenaires pour faire de l'open source dans ce contexte-là, n'hésitez pas à me contacter. Mais je voulais montrer ça, c'est les membres stratégiques de la Fondation Eclipse. Alors on va en annoncer 2 la semaine prochaine. Mais ce que je voulais montrer, c'est que finalement aujourd'hui, dans ces membres stratégiques, on est à moitié-moitié entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et puis, comme il y en a 9 sur ce slide, il y a Fujitsu qui est japonais, donc sur ceux qui restent, Bosch, c'est notre... alors, il y a SAP et Bosch comme gros acteurs européens. Bosch, c'est intéressant pour nous parce que c'est notre premier membre stratégique industriel en Europe et même à côté, de grande taille. Et en France, on a le CEA et puis OBO, donc Centre de recherche et une PME. Et juste pour finir là-dessus, Bosch, ils sont venus pour faire une plateforme open source avec l'idée que dans 5 ans, il y aura quelques plateformes open source et qu'en fait, une entreprise, même de la taille de Bosch, qui fait 400 000 personnes, n'a pas forcément la taille en termes de R&D pour maîtriser de bout en bout sa plateforme IoT. Et donc, veut construire une plateforme IoT en open source dans un cadre vendor neutral comme une fondation comme la nôtre. Donc, nous, c'est autour de ça, autour de cette initiative IoT qu'on met Keeple. Keeple, c'est un projet qu'on aime bien. Mike, mon bien-aimé directeur exécutif, aime bien le projet. On le cite souvent parce que on pense que il y a, en termes de smart cities et de tout ce que tu décrivais comme cas d'usage, on est vraiment content d'avoir cette techno au catalogue en quelque sorte, parce qu'on pense qu'il y a capacité à avoir plein de déclinaisons autour de ça qui vont nous permettre de continuer à affirmer notre leadership dans l'IoT open source et dans les smart cities open source. Et donc c'était vraiment chouette que InnoCube nous présente Philippe et Tina il y a quelques minutes. Merci. Merci Gaël et Camille. Enfin, je suis bon, ça va.
Donc voilà, ça devient un peu en conclusion de cette longue présentation du projet People, donc sous plusieurs facettes. Je vais rapidement. Voilà, merci encore pour ça. On se sent un peu petit à côté de Poche, hein, SAP, on se dit bon. Voilà. On y est presque, Si on met bout à bout tous les opérateurs et tous les membres, peut-être qu'on y arrive, effectivement. Je vais rapidement donner la parole quand même à Philippe Appro, qui est président de CNA et qui a jamais attaché côté RATP, parce qu'évidemment, ce projet-là, il a été porté donc, par les développeurs, par les ingénieurs, etc. Mais il y a vraiment ce côté où Philippe a eu l'idée de pousser très fort ce projet. Et il faut imaginer que quand on est à la RATP ou à la SNCF, ou même quand on a un board, quand des membres chez nous, on a des Conduent, des Flowbird, porter un projet open source dans le monde de la bioéthique, je peux vous dire il a fallu vraiment beaucoup défendre. Et donc je vais donner la parole à Philippe pour vous expliquer un peu pourquoi il y a cru et pourquoi aujourd'hui on continue à porter ce projet au sein de CNA. Merci Valentina. Donc je ne sais pas si tu as prévu les questions après ma conclusion, oui, on fera tout. Donc ça ne sera pas une conclusion vraiment, parce qu'il y aura encore quelques questions. Donc voilà, je ne revendique absolument pas l'idée d'avoir été le premier à penser pourquoi pas Calypso en open source, puisque historiquement c'est arrivé lors d'une réunion où je pense que certaines personnes en avaient un peu ras-le-bol de m'entendre sans arrêt parler d'ouverture, d'ouvert, système ouvert, Calypso c'est ouvert, tout est ouvert, etc. Et effectivement, la phrase a été dite comme ça en réunion, mais n'arrêtez pas de parler d'ouvert, mais pourquoi c'est pas open source Calypso? Et là, effectivement, je suis resté un peu sec. D'abord, d'une part, parce que je ne savais pas forcément vraiment ce que ça voulait dire, être open source. D'une part, comme l'a dit Gaël, c'était un peu hippie. Déjà à cette époque-là dans ma tête, donc je ne suis pas très sérieux, on est dans la bioéthique quand même, bioéthique open source, je ne le sens pas trop. Donc ça, je ne savais pas que, alors on avait quand même, vous savez tous, des licences sur Calypso, Camille en a reparlé. Donc certes, ces licences, on avait toujours dit, c'est non discriminatoire, c'est raisonnable, ça respecte tout ce que sont les principes des standardisations ISO, donc de ce côté-là, c'était OK, mais ça faisait quand même un grand écart. Et effectivement, la première chose qu'on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse avec quelqu'un qui connaît l'open source. Et on a dit qui connaît l'open source, on ne savait pas. On a lancé une petite consultation, quelqu'un nous a dit Inocube. Inocube, ils connaissent bien l'open source. Et donc c'est là qu'on s'est connus avec Benjamin et avec Camille. Ça fait maintenant quelques années, je ne sais plus combien, 5 ans probablement, à peu près. Et on a eu cette première question, est-ce que c'est compatible Calypso et l'open source? Donc là la réponse est arrivée, oui. C'était même plus que compatible parce que on était en train de vivre une évolution assez importante de Calypso, c'était la sortie des brevets, il y avait des brevets, et maintenant les brevets, pour en sortir. Que faire pour en sortir proprement et correctement? L'open source est apparu comme une solution pour nous rebooster, en fait, pour redynamiser Calypso et nous permettre de prendre un nouvel élan et un nouveau départ. Donc ça a été assez vite acquis. Ensuite, aussi le jeu des coïncidences, je crois que Inocube m'a demandé de faire une petite présentation à l'Open Source Summit, je ne sais plus en quelle année, je dirais 2015 ou 2015. Voilà, j'y suis allé, il y avait un monsieur dans la salle qui écoutait, à la fin il est venu me voir, il m'a dit, mais attendez, pour faire de l'Open Source sérieusement, une seule solution, Eclipse. J'ai dit, Eclipse, bonjour monsieur, c'est quoi, c'est qui, etc. Et je me souviens que Gaël m'a expliqué ce que c'était, et je crois que Valentina peut en témoigner, la première chose que j'ai dit en revenant, c'est, j'ai rien compris. Excuse-moi, Gaël. Mais après ça, on a continué le dialogue et finalement on s'est dit, c'est sûrement Eclipse qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que cette démarche open source, quand on a commencé à se renseigner, on a compris qu'on pouvait le faire de deux façons open source. Le pseudo open source, où vous dites oui, moi c'est libre, j'ai déposé mon logiciel, tout le monde, et qui en fait ne donne aucune garantie véritable et qui n'a pas la crédibilité pour nous. Et comme on venait du monde du brevet, du monde de licence, on avait vraiment besoin d'être crédible en matière d'open source. Et donc il nous fallait une plateforme sérieuse, solide, sur laquelle, si nous on disait l'open source et qu'on est chez Eclipse,
personne ne vient nous dire c'est bidon votre open source, c'est pas vrai. Il y a de la propriété intellectuelle, il y a ceci, il y a cela. Donc voilà, c'est très vite apparu comme extrêmement important de travailler avec Eclipse pour pouvoir avoir une solution extrêmement crédible. Aujourd'hui, on voit tous les bénéfices de cette démarche open source. Je dirais sur un plan d'image, d'abord, il faut le reconnaître, sur le plan d'image, ça a redynamisé effectivement Calypso. Ça fait des années qu'on se prétendait une solution ouverte, on l'était d'ailleurs, on pense toujours qu'on l'était dans le sens où il n'y avait pas de discrimination et tout le monde pouvait y accéder. Mais là, ça donnait vraiment une nouvelle image parce que on est rentré dans un monde où on n'était pas avant, on était extrêmement sur le monde des composants, des cartes, etc. On avait effectivement tout à fait réussi à avoir une offre industrielle multiple, à avoir des vendeurs multiples, à avoir, comme je le dis toujours, tous les plus grands fondeurs mondiaux qui, en concurrence, peuvent offrir du Calypso. Côté terminaux, c'est vrai qu'on avait des progrès à faire parce que l'ouverture n'était pas forcément toujours ressentie par les utilisateurs, c'est-à-dire par les opérateurs, par les autorités organisatrices, qui souvent, en fait, constataient que au-dessus d'une couche dite ouverte, enfin une couche ouverte, des propriétarisations qui faisaient que, globalement, certes, Calypso était ouvert, mais par derrière, la solution était fermée, et on avait une solution qui était la même pour 15 ans, le même industriel, etc. Donc je crois que là, je ne vais pas insister, puisque finalement, Benoît, dès l'introduction, a tout dit. Il y a deux éléments essentiels dans cette démarche open source. Un, c'est malgré tout l'évolution de la mobilité qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, que maintenant un système tarifaire doit intégrer certes du transport public avec du métro, du RER, du bus, mais aussi de la trottinette électrique, du garage, du parking, du scooter, tout ce qu'on veut de nouveau. Et que ce qui est intéressant pour l'autorité organisatrice, c'est bien de pouvoir faire un chaînage de l'ensemble avec des droits qui sont liés, c'est-à-dire si j'utilise le transport, ben, le parking va être moins cher, etc. Donc qui demande de l'intelligence et du chaînage. Et tous les nouveaux acteurs qui arrivent dans le monde billettique n'avaient pas, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la capacité à assumer la complexité technique d'une solution comme Calypso. Et si on veut qu'un gestionnaire de trottinette électrique puisse intégrer la carte Navigo pour payer son offre, eh bien, il fallait vraiment faire quelque chose, et la réponse c'est Keepol, c'est-à-dire, ça a été dit dans les présentations, plus besoin de connaître la complexité des mécanismes de sécurité, et directement, des développeurs qui ne sont pas des spécialistes politiques au sens sécurité, au sens couche basse, si j'ose dire, peuvent développer leur application. Ça a été fait. Donc ça c'était vraiment le premier élément clé, et le deuxième, aussi dit par Benoît dans l'introduction, c'était y compris sur la billettique traditionnelle, être capable de donner un souffle d'air, un peu plus d'ouverture, parce que le constat que nous remontaient tous nos membres, et on a beaucoup de membres, on a plus de 100 membres dans le CNA, c'était à chaque fois qu'on veut faire une évolution, c'est compliqué, c'est coûteux, on n'a plus le choix du fournisseur, il faut forcément revenir à celui qui a fait le système initial. Et on s'est dit aussi, là, l'open source et Keepol sont vraiment deux bonnes solutions pour permettre de remettre en concurrence à chaque étape d'un système billettique, parce qu'on va définir des couches bien définies, des API ouverts, etc., standardisés, qui vont nous permettre à chaque fois de pouvoir rediversifier l'offre industrielle qu'on a sur notre système billettique. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je voudrais surtout maintenant remercier tout le monde. Donc déjà Valentina pour l'organisation de cet excellent meet-up Keepol. J'ai découvert, moi, ce que c'était un meet-up avec elle, parce que je ne connaissais pas le concept avant, je suis de l'ancienne génération, ça se voit. Donc c'est extrêmement intéressant parce que je pense que ça permet de mêler, et ça a vraiment été ce qui s'est passé dans cette soirée, des aspects généraux, fonctionnels, légaux, mais aussi très techniques. Je pense peut-être certains d'entre vous n'ont pas forcément tout compris ce qui se disait au sens technique, mais moi je l'ai ressenti comme c'était simple, c'était facile, les gens étaient calmes, ils étaient très très calmes, tous ces techniciens qui nous ont présenté ce qu'ils faisaient, ils l'ont fait avec un peu d'humour aussi, ils n'ont pas caché les difficultés, mais ça donne de la crédibilité, voyez, si vous voulez, voilà, ça m'a vraiment donné une grande crédibilité par rapport à tout ça. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé en tant que contributeurs à ce projet de Keepol, aussi bien au quotidien dans le développement que ce soir pour vous expliquer ce que c'était.
Et je n'ai aucun doute que Keepol est promis un grand avenir qui permettra effectivement de répondre aux attentes, à toutes les attentes pour pouvoir simplifier la vie éthique. Et là encore, je finirai sur un mot de Benoît Norville, à l'origine, au début de cette soirée, c'est le mot banalisation. Donc effectivement, Keepol est un contributeur à la banalisation et il va apporter cette facilitation de mise en œuvre de quelque chose qui jusqu'à présent était sûrement trop complexe et trop réservé à des hyper spécialistes. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques mots. Je te rends la parole. Merci pour cette conclusion. Alors, du coup, je ne sais pas si les questions sont très opportunes. Je vous regarde. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez faire du networking, voir la démo, vous rafraîchir? Non, question, ça n'a pas l'air. Écoutez, à la limite, vous avez ici à votre droite la démo Keepol qui sera présentée donc, par Pierre, Nicolas et Jean-Pierre. Vous avez là-bas le buffet, ou bien ici à droite si vous voulez vous rafraîchir. Donc je vous invite tous à vous détendre. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence et puis on est très contents d'être là avec vous dans ces ateliers. Merci à vous.